Bonsoir, alors je vais vous présenter ce PHP Meetup, puis je vais vous parler de WordPress, principalement comme outil de framework et de développement. Je me présente, donc je m'appelle Julien Magli, je suis un développeur web, anciennement front-end développeur, maintenant on a regroupé tous les développeurs sous le nom de web développeur chez Antistatic. Je suis un ancien étudiant ici à Icon, j'ai terminé il y a 4 ans, 2014, 13. Maintenant je suis étudiant jazz à la Haute École de musique de Lucerne et je travaille à 40% chez Antistatic en tant que développeur web. Donc je ne suis pas du tout un gros fou de PHP, je vous rassure, si je fais des fautes c'est normal. Je connais bien WordPress mais je ne suis pas un back-end fou. Ce sera peut-être bien pour les étudiants, du coup je ne vais pas présenter des concepts trop compliqués. Puis du coup j'aime beaucoup WordPress, j'ai appris WordPress ici avec un ancien prof de développement. Qui n'est plus là, et puis bonsoir. Et depuis, j'ai continué à me perfectionner sur ce système, à essayer de devenir le plus en plus propre, le plus en plus modulaire, pour arriver à un workflow que je vais vous présenter aujourd'hui. En gros, aujourd'hui, donc, je vais d'abord vous présenter un cas d'utilisation. Qu'est-ce que, comme site, on peut faire avec WordPress? Et je vais utiliser ces cas pour décrire les outils que j'utilise dans WordPress. Après, je vais vous poser la question, est-ce que WordPress est un framework? Et je vais vous présenter ensuite dans le framework, je vais vous expliquer quels outils sont pour moi importants pour créer un site de toutes pièces en utilisant WordPress comme architecture. Après, je vais vous présenter un développement une vue assez rapide d'un développement sous WordPress avec des points clés. Et ensuite, très rapidement, les dernières fonctionnalités de WordPress et éventuellement les nouvelles qui vont arriver très prochainement. Il y a plein de choses qui arrivent qui sont sympas. Je vous avertis, je vais traiter beaucoup de sujets puis assez rapidement. Je ne vais pas vous montrer des gros exemples de développement, mais je vais chaque fois vous linker la documentation pour un peu diguer plus loin une fois que vous aurez compris le concept. Donc aujourd'hui, je vous explique tous les concepts qu'on utilise sur WordPress, mais il n'y aura pas des gros exemples de code avec 1000 lignes de code, et puis je vais vous décrire chaque ligne ce qu'elle fait. Donc, qu'est-ce que WordPress? WordPress, c'est un CMS qui est là depuis 20 ans. Je pense c'est assez longtemps qu'ils sont là. On vient de passer aujourd'hui, il y a la semaine passée, en version 4.9, qui est fait pour tout le monde et qui a beaucoup de manières d'être traité. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui pourront faire des sites avec WordPress sans connaître une seule ligne de code, juste en installant des plugins avec des plugins des thèmes premium et des plugins qui peuvent faire plein de choses, placer le texte et tout. L'avantage, c'est que la communauté, elle est immense. Je crois que c'est 59% de tous les CMS, c'est du WordPress qui tourne derrière. Il est hyper modulaire, il y a des outils partout. Mais après, le désavantage, c'est que c'est aussi à beaucoup de choses. On peut très vite se retrouver avec des WordPress avec plein de plugins. Et puis nous, on utilise plutôt WordPress en tant qu'outil de développement. Donc je vais vous présenter pourquoi on utilise WordPress. Et puis qu'est-ce que nous, on va chercher dans cet outil. Le cas d'utilisation, le use case que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est par exemple si vous avez une agence et que cette agence a un portfolio, qu'est-ce que vous aurez besoin comme page et puis qu'est-ce que ça veut dire en tant que back-end WordPress. Donc on aura besoin de pages basiques, ça c'est tout ce qui est les pages de présentation, les pages contact, donc des pages très simples avec juste du texte qui peut changer d'une page à l'autre mais quand même relativement basique. On aurait un blog, je vais utiliser ça en fait. Ouais. Là. Donc on aurait un blog qui est en fait une liste d'articles, donc ça veut dire qu'on aurait deux template, on aurait la page blog qui listerait tous les articles et la page des articles simples où on aurait seulement l'article spécifique qu'on aurait envie de lire. Non. Là. On aurait une section qu'on va appeler un type de contenu projet, qui seraient les projets que l'agence aurait réalisés, quels sites ils ont fait pour quels clients. Les compétences. Oh, j'ai la peine. Je vais arrêter de faire ça en fait, ça sert à rien, je perds du temps. Des compétences qui pourraient dire alors ok, notre agence fait du PHP, notre agence fait de l'UX, du SEO, et un type de contenu équipe avec ok, dans cette agence on a Julien Magli, on a Kevin Wenger.
en pensant que du coup, dans un CMS, un peu le site CMS d'agence typique des années 2010, c'est bien quand tous ces taxonomies, enfin tous ces types de contenus sont linkés par taxonomie ensemble. C'est-à-dire que sur la page projet, on peut voir, OK, ce projet, c'est un site de tel client qui a ces compétences du X, cette compétence de web, et qui a été fait par Julien Mingui. Voilà. Est-ce que WordPress est un framework? Alors, c'est la question justement que je vais vous poser et que en fait, je vais essayer de vous répondre en prenant point par point ce que nous, on utilise dans WordPress pour nous aider à développer nos apps. Une fonction importante de WordPress qui nous permet d'accélérer notre processus de développement, c'est l'URL rewriting. C'est-à-dire que de base, quand vous avez installé un WordPress, vous avez 2-3 pages, un article, vous créez vos types de contenus, automatiquement l'URL s'adapte. Vous pouvez réécrire dans WordPress vient avec un système d'URL propre qui peut être comprise par un humain. C'est-à-dire que ça c'est la première page. La page contact, on sait qu'on va aller sur... Le WordPress va linker cette URL sur la page contact. Si on a la page team, là, on a vu avant, donc le cas d'utilisation, ce serait le listing de toute la team de l'entreprise. Donc, après, je vous montrerai comment faire. Vous définissez le bon template dans WordPress et vous avez automatiquement la page team qui va aller afficher le template de cette archive de custom post type. Et après, vous avez, par exemple, si vous voulez la page team/Julien Mingui, vous allez sur la page spécifique du type de contenu team propre à ma page personnelle. C'est bien sûr possible de réécrire vos URL, de créer votre propre système d'URL. Par exemple, pour un client, on avait une fois besoin, on allait taper, en fait, le contenu venait d'une API externe. Du coup, nous, on avait, en fait, à la place de team, on avait property, et puis ici, on avait un slug qui provenait de ce client externe, donc c'était un client de l'immobilier. Donc, par exemple, là, c'était un bien immobilier qui était hébergé sur une autre base de données. Du coup, on ne voulait pas rapatrier les données dans WordPress, donc on mettait property/ça, et grâce à Night Rewrite Rule, je ne pense pas que vous arrivez à lire, mais en gros, c'est une fonction qui permet de modifier des règles d'écriture de rewriting. On a pu aller rechercher ce slug comme un paramètre get dans l'URL. Alors là, je ne vais pas aller trop loin dans le sujet. Il y a tous les éléments de la doc qui sont présents là en dessous. Qu'est-ce que WordPress offre en plus? C'est un interfaçage de database qui est assez complet. Donc si vous avez déjà fait un tout petit peu de WordPress, vous avez déjà sûrement vu passer l'objet WP Query, qui est en fait une méthode d'abstraction de la base de données. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de... Si vous avez déjà fait du PHP, vous savez que c'est toujours compliqué de devoir créer vos propres requêtes SQL. Ce n'est pas forcément simple, et puis surtout, ce n'est pas très safe, parce que du coup, vous risquez toujours d'avoir de l'injection SQL si ce n'est pas bien fait. Du coup, là, on utilise WordPress pour nous générer toute notre base de données. Leur doc concernant l'écriture des WP Query, elle est hyper complète. Tous les paramètres pour aller chercher des données, tous les paramètres pour aller chercher tel post, tel truc, avec la pagination et tout. Donc, c'est assez bien fait. Et ça, c'est un peu la base de WordPress. C'est possible de taper directement dans la base de données de WordPress avec l'objet VTPDB. Et là, vous pouvez écrire vos propres requêtes SQL. Encore une fois, c'est toujours dangereux parce que si vous ne le faites pas bien, surtout si vous faites des requêtes d'insertion, c'est très vite fait de faire des erreurs en SQL en concatennant des strings. Et puis c'est toujours dangereux de se faire hacker avec de l'injection SQL. Le troisième outil que WordPress nous offre, c'est le système de templating qui est assez puissant. C'est-à-dire que maintenant, si on revient sur les custom post type, on aura le type page. Alors, si on a en haut une page, donc la personne a tapé dans l'URL, par exemple, votreagence.com/page présentation, automatiquement, WordPress va utiliser cette hiérarchie pour afficher le bon fichier PHP. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre propre fichier PHP propre à cette page et être sûr que
WordPress va aller chercher ce fichier PHP customisé. Dans l'ordre, il va d'abord chercher s'il y a page/slug. Le slug, c'est le nom, le joli nom, le nice name que WordPress utilise, qu'on peut utiliser dans une URL. Par exemple, si vous avez un nom avec un accent ou bien un apostrophe, un slash, WordPress va trimer tous ces accents, va nettoyer tous ces accents pour faire un nom un peu propre. C'est-à-dire que si maintenant j'ai Julien espace Mingli, il va mettre tout en minuscule et un trait entre Julien Mingli. Ça permet de faire des URL propres. Et d'abord, il va aller chercher, si on a envie de faire la page présentation, il va prendre page/présentation. Après, il prend la page ID. Et si aucun de ces deux n'existe, il va prendre page PHP, qui sera en fait le template générique pour toutes les pages. Et si en fait on n'a même pas toutes les pages, ou tous les posts, ou tous les articles, ou tous les custom posts qu'on a fait, et si ce fichier n'existe pas, il va aller chercher le dernier fichier qui est tout en bas de la chaîne, qui est le fichier index.php, qui lui sera présent. Et si ce fichier n'existe pas, on a une erreur 404, ou une erreur 500, je crois. La sécurité et tout système de login. Donc ça, c'est aussi un truc que WordPress fait de base. Et en fait, on s'appuie dessus complètement pour créer nos applications et nos sites web. Donc toutes les logiques de sécurité, les logiques de login, de création de compte, c'est quand même bien de s'appuyer là-dessus parce que c'est testé, prouvé. Dès qu'il y a un problème de sécurité, on sait que c'est réglé assez rapidement. Le système de gestion d'utilisateurs est basé sur les rôles et les capabilities, donc les capacités. Ça veut dire qu'en fait, on peut définir que telle personne est admin, telle personne est client, et puis on peut dire, OK, les clients peuvent faire ça, les clients peuvent faire ça. Donc ça, c'est le sujet qu'il faudra aller chercher dans la doc. Quand vous les cherchez, c'est les rôles et capacités. C'est un vaste sujet qui parle de tout ce que l'utilisateur peut faire. Et bien sûr, comme tout dans WordPress, vous pouvez vous-même créer vos propres rôles, vos propres capabilities, et puis étendre ces rôles et ces capacités à vos plugins. Donc vous pouvez faire un plugin et puis créer par exemple un plugin qui s'appelle Gérer ma galerie, et puis dire que seulement les utilisateurs qui sont admin ou éditeurs peuvent gérer la galerie. Voilà. Ça, pour moi, c'est la force de WordPress. C'est ce pourquoi je fais du WordPress, c'est le back-end. Parce que je sais que le back-end fonctionne, le back-end est super clean au niveau de lui, que n'importe qui peut l'utiliser, même les clients, même vos clients. J'ai jamais eu de problème pour une formation en général. En 1 heure, c'était formé, fonctionné, le client savait l'utiliser. C'est assez propre pour que le client comprenne quand il édite, quand il publie et quand il met en brouillon, s'il veut mettre un mot de passe et tout. C'est vraiment la force de WordPress pour moi depuis 5 ou 6 ans, depuis qu'ils ont fait leur principale remise à jour de l'interface. Et puis voilà. Le plugin API, c'est le gros... Là, on arrive un peu plus sur qu'est-ce qui se passe derrière WordPress. Alors là, il s'agit vraiment de comment faire pour ajouter des fonctionnalités, ajouter des fonctionnalités à WordPress via vos thèmes ou via vos modules. Donc, ce système de hook qui permet en fait de créer des actions et des filtres vous permet, vous en fait, en faisant un plugin, d'attraper justement un hook, de vous accrocher à des fonctions qui existent déjà dans WordPress et pouvoir overrider ces fonctions existantes. Donc c'est hyper bien parce que ça veut dire que vous pouvez créer votre propre code, votre propre fonction, vos propres systèmes, que ce soit en back-end ou en front-end, tout en étant sûr de rester en dehors du corps. Donc vous êtes externe au corps. Et puis s'il y a une mise à jour de WordPress, votre code ne vient pas écrasé par la nouvelle mise à jour. C'est-à-dire que moi j'avoue que j'ai fait des mises à jour de WordPress presque les yeux fermés, il n'y a presque pas besoin de faire de backup maintenant, j'ai l'impression. Tellement que c'est propre et tout. Au niveau de WordPress, comment ils font leur mise à jour aussi, c'est propre. Ils maintiennent toujours PHP 5.6, même si maintenant ils recommandent passer à 7.2. Donc ils savent que quand on fait des mises à jour, on crée du code obsolète et puis il faut faire attention au dernier. Mais en général, j'ai jamais eu de surprise avec WordPress en appuyant sur Update et puis que plus rien ne marchait, quoi. C'est très rarement. Des fois avec des plugins externes, mais sinon... J'ai enlevé la souris. Voilà. Le système de médias, ça c'est la deuxième grosse force avec le back-end de WordPress pour moi que je trouve vraiment fort. D'une part parce que ça gère à peu près tous les médias vidéo, audio et photo assez bien.
Il y a même depuis la version 4.7 ou 4.8, si vous mettez un fichier PDF, il vous fait même la vignette et tout de la première page. Ce qui est fort, c'est que pour les clients, j'ai remarqué aussi, c'est génial pour eux de pouvoir faire du drag and drop depuis le browser de votre ordinateur. Il prend les fichiers et puis il glisse dedans. Même le multifile, ça gère. Après, c'est facile de faire des galeries et tout. Ça crée aussi, un point important, les tailles d'images en fonction. C'est-à-dire que si vous voulez faire... en fait, vous mettez la même photo, puis il va refaire tous les redimensionnements. Par exemple, si vous avez besoin que de la petite vignette pour venir en haut à droite de la personne, bien, si vous avez besoin de la grande photo qui va tout traverser en cover de l'article, ben lui, en fait, il fait toutes les tailles, puis c'est tous des tailles que vous pouvez les récupérer après dans le front-end. Donc ça, c'est assez propre comme c'est fait, ça marche assez bien. Du coup, qu'est-ce qui nous manque en fait? Parce qu'on a beaucoup de choses, on a vu, mais en fait, tout n'est pas bleu, tout n'est pas rose dans WordPress. Puis il nous manque 2-3 fonctionnalités. Il nous manque du cache principalement, ça c'est surtout ceux qui viennent de Drupal, ils aiment bien nous le rappeler. On n'a pas de cache de base. Mais bon, vu que je vous ai présenté 3 slides avant le système de hook, et puis je vous ai dit que tout était facilement étendable dans WordPress, ben en fait c'est possible de faire du cache via des plugins qui existent déjà. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Je ne vais pas vous faire un listing des plugins, mais il y a de quoi faire. Il y a VP Super Cache, Total Cache, c'est tous des plugins même payants qui fonctionnent très bien. Et puis après, du coup, par contre, un point que je vais quand même vous parler, c'est les transients, qui eux viennent de base dans WordPress. En gros, ça vous permet de stocker du contenu tel quel, ça peut être des pages, ça peut être un array, dans la base de données. À la base de WordPress, tout est un post. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Quand ça fait depuis la mise à jour 3, je crois, ils ont décidé de passer que le nœud de base d'un site WordPress, c'est un post. C'est-à-dire que si vous avez un article, c'est un post. Une page est un post. Ça va même jusqu'à un média, une image. Si vous uploadez une image, c'est un post. C'est-à-dire que vous pouvez techniquement taper dans l'URL de ce média et avoir une page qui permet de présenter cette image-là. Bien sûr, nous, on a, par exemple, dans notre cas d'utilisation, on aurait envie d'enregistrer des posts personnalisés pour notre site, du style la team, du style les compétences et les projets. Du coup, on a une fonction qui s'appelle Register Post Type qui permet d'enregistrer vos propres custom post type. Donc ça, c'est le mot qu'on va utiliser. Pour définir ça, c'est des custom post type ou CPT, quand on est pressé. Et puis en fait, ça vous permet d'ajouter, ça si vous avez déjà vu WordPress, d'ajouter nos trois sections en plus. C'est-à-dire que voilà, on a les pages, les médias et les articles, mais en plus maintenant, sur ce site, on peut ajouter des compétences, on peut ajouter des membres, on peut ajouter des projets. Ça c'est bien du coup. Je vais aller un peu plus loin. Ouais. Donc ça, c'est comment faire des custom post type. Encore une fois, il y a la doc qui dit comment faire pour générer. Donc là c'est la doc de WordPress. Après, je vous ai mis un lien qui s'appelle GenerateVP. Parce qu'en fait, quand vous utilisez cette fonction, là-dedans, vous allez devoir mettre un array avec plein de paramètres, du genre comment s'appelle le post type, comment il se traduit en français, si vous voulez mettre une icône ou pas, s'il est hiérarchique ou bien comme ça. Ça peut être un peu effrayant la première fois que vous voyez l'array. Du coup, là, il y a un système qui s'appelle GenerateVP qui permet de générer plus rapidement votre premier post type. Du coup, il vous posera les questions, vous dira, OK, qu'est-ce que vous avez besoin de ce post type, quel type de contenu, est-ce qu'on met un éditeur WYSIWYG, est-ce que vous utilisez un titre, plein de choses comme ça. Twig, est-ce que... Alors, encore une fois, je pose la question, qui utilise déjà Twig régulièrement? Okay. Donc, pour Drupal, Symfony ou bien... Non. Pour WordPress? Ah, Symfony, oui. Donc Twig, en fait, c'est Symfony qui a inventé Twig ou bien Symfony? C'est un des compilateurs. Donc ça permet en fait ça paraît compliqué de dire qu'on a déjà le HTML, le CSS, le SVG, le PHP, puis on vient encore rajouter un code qui vient par-dessus. Mais en fait, ça permet en fait, si vous avez déjà fait du PHP un jour dans votre vie, puis vous allez faire des manipulations assez simples comme des boucles avec des if et des else et des tout comme ça, vous vous retrouvez avec un mélange en fait de code un peu PHP, un peu HTML. Puis du coup, surtout pour les gens qui sont plutôt du front-end comme moi, ça devient un peu compliqué de voir, ok, maintenant ma balise s'ouvre là, ferme là, là c'est la classe et tout. Du coup, en fait,
le format Twig sert en fait à séparer la logique du PHP pour un peu éclaircir le HTML, CSS. C'est-à-dire que vous retrouvez avec un fichier PHP et un fichier Twig. Donc le fichier PHP va appeler le fichier Twig là. Donc le fichier PHP, c'est la page single project. Si vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la hiérarchie template, c'est-à-dire que ça, single-projet, ça va être la page qui est affichée pour afficher, enfin la page qui va être le fichier de template qui va être affiché pour les pages de projet uniques. C'est-à-dire si j'ai un projet qui parle de l'école, parce qu'on a collaboré avec l'école, ben, typiquement il viendra appeler ce template-là. Donc ça, là, jusque là, c'est du pur WordPress. Donc là, on rentre, on définit deux, trois choses qui nous permettent d'aller chercher des données. Du coup, par exemple, on dit le getContext, ça c'est une Timber qui vient nous donner. Alors Timber, pour info, c'est le plugin qui permet d'intégrer Twig à WordPress. Donc Twig, ce n'est pas un projet qui est dans WordPress, mais Timber est un module qui vient importer Twig dans WordPress. Donc on vient importer au contexte. Donc le contexte, c'est la liste des données qu'on va pouvoir accéder plus tard dans le fichier Twig. Du coup, là, il nous donne le fichier, il va chercher les informations. Donc lui, vu qu'il est dans la page projet, il va tout nous donner, il est assez intelligent pour nous donner les informations du projet et tout ça. Après là, pour l'exemple, on va appeler une variable foo avec la valeur bar. Et puis après, on va appeler la page projet et on va lui donner le Timber projet. Lui, il va être assez intelligent pour aller chercher les paramètres de la page projet. Le getContext, il va aller chercher plus ou moins les autres... les choses qui sont relatives au site, par exemple si vous avez une navigation ou bien si vous avez chargé quelque chose, des informations que vous avez besoin sur tous les templates, vous les mettrez dans le contexte. Puis à la fin, on a une fonction render et on définit ici un fichier Twig qui sera en fait présent dans un répertoire Twig ou comme vous le voyez, il peut aller chercher des fichiers Twig dans les sous-dossiers. Et là, en fait, on a un code qui est un peu spécial avec ces handlebars, ces crochets et des pourcents. Alors par exemple là, on voit qu'on a le H1 class big title foo, puis en fait foo c'est la donnée qu'on a là. Puis en fait on a besoin que de mettre ça, plutôt que de mettre un ouvrir point d'interrogation PHP echo foo. Ben, ça permet de beaucoup diminuer le code que l'on va mettre dans nos fichiers HTML. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des fichiers HTML, CSS qui ressemblent plus à ce qu'on fait quand on fait du HTML statique, avec juste 2-3 variables qui seront mises en crochet. Là encore, je vous mets toute la doc pour Timber ici. Sinon, allez voir la doc de Twig qui est assez intéressante et qui est assez bien faite. Les champs. Alors maintenant qu'on a créé des custom post types et puis qu'on a les templates pour les afficher, on veut mettre des champs dedans. C'est ça qui est intéressant. Un champ, ça peut être quoi? Ça peut être tout plein d'informations. Du genre, on pourrait avoir pour le team member, on pourrait vouloir stocker le nom, le prénom, la biographie, la photo, des couleurs, des posts Instagram ou n'importe quoi, des galeries, des descriptions. Il faut penser que du coup, c'est toutes des informations qu'on pourra aller utiliser pour afficher, par exemple en tant que... comment ça s'appelle que dans la page contact de l'employé, donc comme information d'affichage. Mais c'est aussi des informations qu'on pourrait utiliser par exemple dans la page qui liste tous les membres. On pourrait s'amuser à faire des sélecteurs, des tris comme ça. WordPress, ils ont déjà tout prévu, donc on peut stocker ça dans les métadatas. Là. Je me dis, c'est pas facile. On peut stocker ça dans les métadatas, qui est en fait une table. Techniquement, c'est dans la base de données, il y a une table en plus qui vient stocker ces informations et qui permet de lier, ok, cette metadata est liée à ce custom post type avec cet ID-là. Après, alors autant c'est super sympa de faire ses propres custom post type à la main, autant c'est un peu compliqué de faire des fields à la main, surtout au niveau du back-end. Du coup, nous on utilise ACF, Advanced Custom Fields, qui est un plugin qui nous permet en fait de générer simplement des champs avancés de contenu. C'est-à-dire que si on devait juste stocker des petits bouts de texte, on pourrait le faire avec les métadatas, ce serait pas très compliqué. Mais maintenant, si on a envie de, par exemple, stocker une galerie, stocker un date picker avec la date de naissance, mais comme ça, Advanced Custom Fields nous permet de nous ajouter ces fonctions facilement et en plus de nous offrir des super outils au back-end. Ce serait dommage d'utiliser WordPress pour le back-end et puis après de faire ses propres
champs de formulaire qui sont un peu compliqués. Du coup, eux, ils arrivent avec une liste d'outils qui est impressionnante. Il y a des sélecteurs de couleurs avec les RGB, TSL, tout ça. Il y a des sélecteurs des gestionnaires de galeries qui fonctionnent très bien. Voilà. Là, je vous ai montré du coup une galerie. Ça, c'est typiquement l'exemple que ce serait pour votre client. Votre client, il verrait ça. Je pense que là. Votre client, il verrait cette galerie. Il pourrait facilement, avec un bouton, ajouter des images et tout, drag and drop. Il pourrait réorganiser les images assez facilement. Ça marche vraiment bien. Ajouter des titres, des sous-textes et tout ça. Et là, je vous ai juste en dessous mis le texte en Twig, maintenant qu'on utilise Twig. Comment sortir les images de la galerie. Donc on a là le Project Gallery, si vous vous souvenez donc deux slides avant. Là, il est là, là. Le project, là. Donc le project, c'est la variable qui est un array que Timber a été cherché parce qu'il sait qu'on est sur la bonne page. Et donc en faisant project.gallery, vu que c'est le titre de mon custom post type dans ACF, il sait qu'il peut aller chercher, faire une boucle for et chaque image. Après, il me crée ce code-là, qui est du code HTML, qui me fait une figure. Puis après, en faisant image.src, image.alt, on va afficher toutes ces données, sans besoin de faire des grosses fonctions PHP ou aller chercher beaucoup de logique. Il offre des Timber, entre Timber et ACF, ils offrent tout un système de logique qui est qui accélère beaucoup le processus pour aller rechercher des données. Donc après, maintenant qu'on a fini notre template, on a fini les champs, tout est complet, on peut parler du déploiement continu. Le déploiement continu, là j'ai déjà parlé un tout petit peu avant, donc ce que c'était ces environnements dev, staging et production. En gros, qui utilise du déploiement continu en fait, déjà ici? Qui déploie encore ses sites en PHP, en FTP, en glissant déposant sur... Alors là, je vous conseille d'apprendre à faire nous on utilise Capistrano, qui est un système qui permet de faire du déploiement continu, qui permet une partie du déploiement continu en tout cas il n'est pas automatisé, mais qui nous permet en fait en 2 clics, par exemple là si on fait la fonction bundle, c'est un peu compliqué, mais bundle exec cap staging deploy, il nous dit ok, j'ai envie de, ce qui est important c'est les 2 derniers mots, ça c'est pas... Ce qui est important, c'est staging deploy. C'est-à-dire que nous, en local, le site est terminé, on a envie de montrer au client, donc on a envie de mettre sur staging, et puis en faisant un staging deploy, automatiquement, le code va s'occuper de Capistrano, on va lui donner des recettes de déploiement, et puis lui, il sait, ok, alors maintenant, je vais prendre mon code, je vais le lancer sur le serveur depuis GitHub, après, je vais lancer un composer install sur le serveur, vu qu'on a besoin de composer pour installer les plugins. Donc ça, il va s'occuper de toute cette logique-là. Donc Capistrano, je vous conseille de vous y pencher si vous n'avez jamais fait. Nous, on utilise du coup les recettes Capistrano. Alors ouais, Capistrano, c'est un outil en Ruby, c'est-à-dire qu'on on ajoute encore un langage de programmation en plus. C'est un outil qui a été développé en Ruby, c'est-à-dire que vous devez installer Ruby sur votre machine et utiliser Bundle, qui est le gestionnaire de dépendance de Ruby. Et puis après, c'est pour ça que vous devez faire bundle exec cap. Vous devrez faire un bundle install aussi avant, normalement. Santé. Nous, on utilise les recettes de Bedrock pour Capistrano, puis on utilise aussi des recettes spécifiques à WordPress qui me permettra là, ça c'est assez bien, d'aller chercher par exemple un push de l'ADB. C'est-à-dire que vous avez le site maintenant local qui est fonctionnel. En une touche, vous pouvez aller uploader votre DB en local sur le serveur en ligne. Il y a aussi des recettes pour les uploads, c'est-à-dire que si vous avez envie le client vous dit qu'il aimerait faire une mise à jour sur le site, vous le prenez en local, du coup en faisant uploads.pull, vous pouvez aller chercher tous les médias qui ont été uploadés dans le site et les tirer chez vous dans WordPress. Qu'est-ce qui est nouveau dans WordPress? Les dernières fonctionnalités, et puis qu'est-ce qui va arriver? Depuis la 4.4, mais ça faisait un moment que c'était déjà disponible depuis 2015 ou même 2014, je crois, en développement en tant que plugin. On a la REST API. Qu'est-ce qu'un REST API pour ceux qui ne connaissent pas? En gros, une API REST, ça nous permet d'accéder aux données spécifiquement WordPress. Ça nous permet, si on a une API REST dans WordPress, ça nous permettrait d'accéder aux données sans passer par le système de templating et le système de génération de thèmes de WordPress. C'est-à-dire que
On peut utiliser WordPress, on a un site qui est WordPress, mais on n'a aucun thème qui est installé, le site n'affiche aucune donnée. Et en fait, en allant taper cette URL, ben on va récupérer cet array avec plein de données. Enfin, c'est un JSON avec plein de données. Ça servirait à quoi? Ça servirait par exemple si vous avez un site qui en plus aurait besoin d'une API REST pour faire fonctionner une application mobile ou comme ça, d'aller chercher ces données en plus. Vous avez une base de données qui fait fonctionner un site et vous pourriez taper avec une application React ou React Native là-dedans. Vous avez sans problème un JSON, c'est activé dans tous les sites. Vous pouvez dans toutes les installations de WordPress, vous avez automatiquement ces JSON qui sont créés en fonction de l'URL qui est demandée. Donc ça vous permet d'utiliser WordPress comme un service et puis d'utiliser WordPress comme un CMS d'affichage de contenu. Puis pour moi, ce serait un peu le monde idéal. Vous pourriez utiliser WordPress pour vraiment ce qu'il est, là où il est fort, pour la saisie du contenu, pour votre client, pour qu'il puisse saisir son contenu et puis administrer ses pages. Et utiliser, pourquoi pas, React pour faire le front-end complètement désolidarisé de WordPress. Gutenberg, ça c'est la grosse nouveauté qui va bientôt arriver. Je pense qu'ils se sont dit que leur back-end était tellement parfait, WordPress, qu'il fallait le faire encore mieux. Du coup, ils ont décidé de tout revamper, de tout polisher, juste la saisie du contenu. Donc c'est vraiment le TinyMCL, l'éditeur WYSIWYG. Alors c'est déjà possible de tester ça en tant que plugin. Ils ont une logique qui est basée sur une logique de bloc. Donc c'est une logique de bloc avec chaque fois vous pouvez ajouter un bloc, puis vous pouvez ajouter des blocs n'importe quoi, un bloc avec une image, un bloc avec une vidéo. De base, il y a déjà pas mal de blocs. Bien sûr, comme tout dans WordPress, c'est étendable. Vous pouvez ajouter vos propres blocs custom. Par exemple, si vous avez un client qui a besoin d'un bloc avec une carte Google Maps qui fait ça, vous pouvez le développer. Qu'est-ce que ça change pour WordPress? Ça, pour vous, au niveau du template, au début, ça ne changera pas grand-chose parce que vous aurez toujours accès à l'élément de content qui va afficher ça. Mais ce qui est intéressant au niveau un peu dans la philosophie, c'est que c'est un peu le premier gros élément de back-end qui est fait en JavaScript. Il y a toujours eu beaucoup de JavaScript pour gérer les médias et tout ça, mais là, on a vraiment toute une partie du site qui est fait en React. Et puis, en fait, ça montre un peu vers quoi va WordPress, peut-être. Donc, s'éloigner quand même de PHP pour une grosse partie de son éditeur. Un autre élément qui fait sourire aussi, c'est que c'est la première fois qu'un projet de WordPress, enfin, c'est la deuxième fois avec le REST API, qu'un projet de WordPress est traqué et versionné sur GitHub. Parce que d'habitude, ils utilisent leur propre système de versionning track. Et là, ils ont décidé de passer le projet sur GitHub. Puis si vous avez déjà fait du GitHub, vous avez vu que c'est quand même assez bien fait. Leur système de pull request, le système tout le côté un peu réseau social du système de versionning est bien fait. Du coup, maintenant, c'est en bêta. Vous pouvez déjà l'installer dans un plugin. Je vous conseille d'essayer. Par contre, je ne vous conseille pas de l'installer sur un site de client parce que c'est encore un peu buggy des fois. Enfin, ça marche déjà pas mal. Hein. J'ai eu 2-3 bugs. Des fois, il faut rafraîchir la page. Mais ça devrait assez vite fonctionner. Je vais faire une petite liste aussi des fonctionnalités qui ont été ajoutées ces derniers temps qui sont assez intéressantes. Depuis la 4.2, on a les emojis. C'est important pour un système de blog, quand même. La 4.4, c'est des images responsives. Donc, si vous avez déjà vu un peu en HTML, quand vous avez une image, l'attribut picture avec plusieurs sources. Donc, si vous avez, par exemple, 3-4 sources avec des tailles différentes, avec un SRC7, si vous avez, par exemple, une version Retina, donc densité d'images. Donc là, WordPress le fait déjà plus ou moins pas mal bien de base, avec une fonction qui permet d'afficher directement la bonne image avec les bons médias. Les OEmbed, ça c'est cool aussi. Ça veut dire que si vous allez dans l'éditeur de WordPress de base, vous faites un copier-coller d'une URL d'une vidéo YouTube, il va automatiquement détecter que c'est une vidéo YouTube, puis directement mettre l'intégration. Même chose pour les posts Facebook, les posts Twitter et tout. La 4.7, on a la preview de thumbnail, donc la preview de vignettes sur les fichiers PDF. C'est bien aussi parce que souvent on devait faire des systèmes un peu chiants. Le client devait uploader une fois une image, une image de vignette du PDF, plus un PDF, et pour que les clients puissent voir une image. Donc maintenant, WordPress le fait. Et les custom bulk actions, ce qui nous permet par exemple si vous voulez créer une action spécifique du genre,
Ça, il faudrait voir, mais par exemple, vous avez tous vos articles et puis vous avez envie de sélectionner tous les articles pour les exporter en tant que fichier Excel, ben, c'est possible de le faire maintenant, de faire du traitement de masse d'articles de poste.